le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Toujours autour de 89 voire 90% du secteur informel. Maintenant, je vais ajouter quelque chose à la question de Stéphane. Stéphane, c'est pas bon, je dis, c'est pas mal de mettre des mécanismes, c'est important. Hein. Mais il faut que l'environnement autour, maintenant, je dis, suive. On dit, on a créé certains mécanismes. Aujourd'hui, tu peux aller te faire rouler pour travailler, le travail indépendant, tout ça, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'à côté, là, comme Yannis a dit, il y a la volonté qui est là. Si je pas, c'est comme on a créé la Cour des comptes. Mais il n'y a jamais eu autant de scandales, de détournements. Tu vois, il ne suffit pas seulement de mettre une institution en place ou bien mettre un certain type de projet en place. Si je ne suis pas de faire ça. Parce que quand tu prends le PN, quand tu dis il y a 130 000 personnes qui ont créé leur entreprise, mais ces entreprises, c'est ce qu'on venait de dire, moi je venais de dire. Quand tu prends le PNJ, le plan national de la jeunesse, on te dit que 69,5% des emplois sont vulnérables. Et puis 16 sont précaires. Entre 11 et 16, je ne sais plus, sont précaires. Ça veut dire quoi? Et on te dit que le taux de salarisation en Côte d'Ivoire est de 1 sur 4. Le taux de salarisation est de 23%. Ça, c'est le chiffre du gouvernement. Donc ça veut dire qu'ils ont mis un mécanisme en place, il n'y a pas de suivi, et le mécanisme est inefficace. Je viens de donner des chiffres du gouvernement, ce n'est pas mes chiffres. Voilà, donc Yannis, désolé, voilà, je voulais ajouter ça avant que ça me sorte de la tête. Bonsoir les gars, faites-moi intervenir s'il vous plaît. Attends, je dois répondre d'abord, ok, d'accord, après. Donc, en fait, moi, je suis d'accord partiellement avec certaines choses. Par exemple, le championnat national. La volonté y est, mais la volonté politique n'y est pas. Je vais venir dessus. Mais il ne faut pas confondre un champion national et quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche qui a de l'argent. Moi, j'ai une fortune estimée à 1 milliard, je suis riche, je vis bien. Mais est-ce que je suis un champion national? Non. Il ne faut pas confondre un champion national et puis un homme aisé, disons. Voilà. Un champion national, il a un contrôle de secteur ou de trucs importants dans le pays. Du coup, il gagne beaucoup d'argent. Et il réinvestit dans le pays, partout, un peu partout. C'est ça, on dit champion national de la nation. Mais un gars, je prends un exemple de quelqu'un qui a l'argent. Qui a l'argent dans le pays là même? C'est les ministres, dans Côte d'Ivoire. Non, je ne parle pas des ministres, je préfère éviter ça. J'ai donné comme exemple de champions nationaux les jumeaux suprêmes, par exemple, ou même moi, avec Je veux Bara. Donc appuie-toi sur ces deux exemples, par exemple, qui sont factuels. Je veux Bara là. C'est quoi ton chiffre d'affaires? Je ne vais pas étaler mon chiffre d'affaires en ligne, mais nous sommes une SAS au capital de 100 millions de francs CFA. Par exemple, ça, je peux le dire. Mais ça, c'est pas champion national. On parle de milliardaires en dollars. Donc, ça, c'est pas champion national. On parle de milliardaires en dollars. 1 milliard de dollars, ça fait 500 milliards de francs CFA. Combien de milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire, selon toi? Combien de milliardaires en dollars? Il n'y en a pas. Est-ce que Tiziane Thiam lui-même, il est milliardaire en dollars? Il n'est pas milliardaire en dollars. Donc comment il va faire pour créer des choses que lui-même, il n'est pas? Attends, laisse-moi répondre à ta question. Laisse-moi répondre à ta question. On va tu as posé des questions qui sont intéressantes. Laisse-le répondre. Milliardaire en dollars. C'est pas de parler de Tiziane ici, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'être milliardaire en dollars pour rendre quelqu'un milliardaire. C'est pas parce que ton professeur n'est pas ingénieur que toi tu vas pas devenir ingénieur. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que ton maître de CPD est maître de CPD, il a fait ta faute que toi tu vas pas devenir président de la République. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Obasanjo n'est pas milliardaire en dollars, mais il a fait un milliardaire en dollars. Donc ça n'a rien à voir. Rendre quelqu'un milliardaire en dollars, c'est mettre les conditions pour que son... Attends, Yannis, motion. Attends. Yannis, s'il te plaît. Motion, pardon. Donne-moi 1 minute. Je vais répondre. C'est parce que moi, je suis là. Et après le silence ici à faire de quoi que ce soit, je suis mieux placé. Voilà, attendez, je vais faire un éclaircissement et puis je vais vous laisser continuer. Le temps de réagir. Monsieur Stéphane, laisse-moi. il est monté, il a Parce parlé que là-bas, il est bien avec toi. Le temps de réagir. Je vais finir. Attends, Ibeni. Pourquoi voilà, tu vas réagir juste après lui. Excuse-moi, c'est pas moi qui ai fermé ton micro. Ne ferme pas le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, Du coup, voilà, je disais, comme c'est Yannis, il est Mais là. le père et le grand-père d'Aliko Dangote étaient immensément riches. Je veux t'informer là-dessus. C'est pas un parvenu. ça ne changerait. Il n'est pas C'est ce qu'il va de la base là. t'expliquer. Ça ne changerait. C'est ce qu'il va t'expliquer. Donc, les gars, calmons-nous. Comme je dis, il est 23h là-bas. Laissons Yannis répondre et puis on va le libérer.
Non, ne vous inquiétez pas. Je donne un exemple basique que tout le monde connaît. On a Jeff Bezos, qui avait des parents assez riches. Mais aujourd'hui, il est multi-trilliard-milliardaire en dollars. C'est pas parce que ses parents étaient comme ça, non. Il leur a demandé combien? 300 000. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que ton professeur est maître à faire scaphope que toi, tu vas pas devenir milliardaire. Maintenant, concernant le cas de Thiam. Thiam a commencé à travailler dans le privé en tant que PDG. Donc, c'était un salarié. Donc, il n'avait pas cherché à être milliardaire en dollars. S'il le voulait, il allait démissionner depuis longtemps pour créer son entreprise, pour essayer d'avancer. Mais ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait. Il dit qu'il veut devenir milliardaire en dollars. Il n'a pas dit qu'il veut devenir milliardaire en dollars. Et le terme milliardaire en dollars ne fait peur qu'à ceux qui n'ont pas d'ambition. Sinon, quand Stanislas disait pas de milliardaire en dollars, il est serein. Il est serein. Du coup, moi je te dis, champion national et quelqu'un qui est aisé, qui a assez d'argent, ça n'a rien à voir. Tu peux être milliardaire et ne pas être champion national. Drogba est milliardaire, mais je peux pas dire que c'est la même chose. On dit la même chose. Drogba, c'est un champion national. Non. Il est milliardaire parce qu'il s'est battu pour travailler. Il est arrivé à un niveau où il est un modèle pour toute la jeunesse. Et pour moi, c'est ça un champion national. Si on prend de l'argent de l'État pour donner à une personne qui va s'enrichir sous prétexte que c'est un champion national, Non, je pense que ça ne pas ça un champion national. On n'a pas dit de donner l'argent de l'État à quelqu'un. Non, si tu donnes l'argent de qui à quelqu'un, il ne donne pas même ton argent pour le rendre multimilliardaire. On dit donner des marchés à des nationaux. Par exemple, ton marché, là, tu les octroies sur le terrain, frère. Tu penses que comment moi je réussis à faire mes marchés? Tu penses que j'ai quelqu'un derrière qui me donne? Non. Je suis désolé. Écoute, on appelle ça appel. Mais tu attends, excuse-moi. Mais Stéphane, tu es venu pour tu veux quoi au juste? Tu poses une question, il attend de te répondre, tu l'interromps. Pourtant, quand tu poses la question, il ne t'interrompt pas. Donc, c'est quoi le but? Donne-moi l'objet. Parce que moi, je suis désolé. C'est quoi l'objectif? Mon objectif, en fait, il est très clair. Mon objectif, c'est de vous expliquer que les champions nationaux tels que vous les présentez, c'est un rêve. Et en réalité, les champions nationaux, ça part d'abord de la volonté même des personnes à devenir d'abord des champions. Et ensuite, les mécanismes de l'État qui sont mis en place. Non, c'est l'État qui crée les conditions. Non, laissez-le, il va créer les conditions. S'il y a le CPC, s'il y a le CPC, s'il y a tout ça, je pense que l'État a créé les conditions. Donc, c'est ça que tu appelles condition pour créer un champion national. Moi, c'est dans un exemple. Ok, Yannis, pardon, avant que tu répondes, Stéphane, tu as fini de poser ton préalable, ou bien je vais dire tes intentions, tu n'ouvres plus ton micro, laisse-le te répondre. On ne va pas descendre, arrêtez. Pardon, faut laisser, il va te parce que ceux qui sont en bas, même les gens écrivent, on veut comprendre. On veut dire en s'entrecoupant là, on ne va pas comprendre quoi que ce soit. Donc laisse-le maintenant te répondre. Merci. Donc, je vais donner un exemple très simple et classique. En Côte d'Ivoire, on a eu un deuxième terminal à conteneurs. Apparemment, je ne sais pas s'il y a eu appel d'offres ou pas, mais M. Jean-Luc Billon était candidat pour faire ça. Mais on a donné à Bolloré, alors que c'est illégal de donner 2 fois le même marché à la même personne. Un marché dans le même secteur à la même personne, c'est illégal. Bolloré avait déjà eu le terminal à conteneurs. On lui a donné le second. Et ça, c'était problématique. Si on donnait à Billon, là, c'est ça qu'on appelle donner un marché à quelqu'un. Si on a fait l'appel d'offres ou quoi, Billon est là, on lui donne pour priorité nationale, il allait encore plus s'enrichir. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire derrière. Mais créer CPC, là, ce n'est pas ça qui va rendre quelqu'un milliardaire en dollars. Hein, je suis désolé. Ça va créer des gens qui auront des chiffres d'affaires honorables, certainement. Mais ça n'a rien à voir avec un champion national. Je dis encore et je répète, il ne faut pas confondre quelqu'un qui est aisé et un champion national. Ceux dont tu parles là, ce sont des gens aisés, ils ont de l'argent. Mais ils ne sont pas des champions nationaux. Un champion national, là, si on peut donner un seul en Côte d'Ivoire, ce serait Billon. Mais il n'est même pas vraiment un vrai champion national. Parce qu'il en est à la moitié. Mais ça Ange, je voudrais comprendre. Donc, pour vous, en un mot, c'est quoi un champion national? Clairement, voilà, c'est ce que je veux savoir aussi. Yannis, je peux le répondre. Non, laissez Yannis répondre. S'il y a des ajouts, vous allez faire les ajouts. Oui, mais John, s'il y a des gens qui sont dans le panel qui veulent répondre, ça permet de réagir, c'est important aussi. Tu trouves pas? En fait, c'est ce que je dis. Quand Yannis ajoute, et puis il peut laisser maintenant l'autre faire un ajout, vu que c'est l'invité. Donc, tu vas faire son ajout après l'intervention de Yannis. Non, il y a Maïni qui était là avant. Donc, après l'intervention de Yannis, Maïni va faire son ajout et puis Mathieu va le faire.
Donc, je dis, un champion national, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui occupe ou qui domine un secteur, le secteur de son activité là. C'est lui qui domine ce secteur-là dans le pays. C'est ça un champion national. Par exemple, on a Ali Dangote qui maîtrise, qui domine le marché de ciment au Nigeria. On a peut-être, je peux dire Bion un peu, qui a lui le Ceux qui dominent le marché de fruits en Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui a le quai fruitier. Jean-Marc Cassé du PDCI. C'est lui qui gère le quai fruitier en Côte d'Ivoire. Donc c'est un champion national. Est-ce qu'il est encore fructué? Est-ce qu'il est encore devenu milliardaire? Non. On te donne le marché, mais il faut le temps. Cassé, le maire de Cocody, le papa de Yasmine. Excusez-moi, monsieur Stéphane, vous avez posé une question, il est en train de répondre. Comme je le dis. On est là, on peut donner la parole. Donc, essayez de vous calmer. Bon, tout le monde est témoin. Hein. La prochaine fois qu'il interrompt encore, je le fais descendre. Donc, je dis, un champion national, là, hein, on t'a donné un marché. Le marché, là, tu commences à l'exploiter. Mais demain, là, 1 milliard ne tombe pas dans tes caisses, non. Demain, tu ne fais pas un chiffre d'affaires de 1 milliard, non. Il faut le temps d'avancer. Et ça peut prendre quelques temps. Mais ce qu'on appelle volonté politique, c'est le fait de donner ces marchés-là aux gens. C'est le fait de dire, Bion, tiens ton terminal à conteneur, exploite-le. Parce que tu peux le faire. Et tu n'y vois rien. C'est ça qui va lui permettre de s'enrichir. C'est le fait de dire que bientôt, on a Air France qui a parti Air Côte d'Ivoire qui a fait Paris à Abidjan. Donc, tous les officiels là, si vous partez à Air Côte d'Ivoire, vous aurez 80% de réduction, et 20% de réduction, 30% de réduction. Eux tous, ils vont partir là-bas et l'entreprise va évoluer. Doucement, doucement. Jusqu'à un moment où il va employer 50 000 personnes, 100 000 personnes, et sera un champion national qui pourra construire beaucoup de choses dans le pays, qui pourra employer des gens, payer des salaires, faire des trucs, payer des impôts sur la fortune, etc., etc. Donc ne pas confondre encore une fois, parce que tu confonds champion national et personne aisée. Rien à voir. Voilà, j'espère qu'on est clair. Ok, Maïni, en fait, on ajoute ce que tu as dit, et puis Mathieu va ajouter. Ok, merci les gars. J'ai été très patient. Merci. Il faut qu'on comprenne. Michael, tu veux fermer ton micro? Non, c'est Maïni d'abord. Après toi, après Maïni, c'est Mathieu. Vas-y, Maïni. C'est Maïni d'abord. Merci et bonsoir à tout le monde. Encore, excusez-moi de n'avoir pas salué. Quand j'entends des interventions qui, au lieu de comprendre pourquoi on est en train d'expliquer quelque chose, ces interventions-là veulent montrer qu'on sait quelque chose, c'est que c'est pas la peine d'intervenir. On ne peut pas parler ici de oui, le CPC a créé des choses. Le CPC, je vais vous donner l'exemple simple. On est en 2014 où le CPC est mandaté pour gérer les startups en Côte d'Ivoire. Et je suis victime, je vous dis, exemple pratique de cette histoire qui a fait rêver des jeunes. Et aujourd'hui, 10 années à 15 années sont passées. Aujourd'hui, ils sont plus jeunes. Le CPC vient monter des projets pour les jeunes. Mettre des jeunes qui sont dans l'informel, dans des activités formelles, leur créer des entreprises légales et tout ça. Avec des financements qui sont censés être suivis pour que demain, on ait des champions nationaux. Le thème champion national, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient, on veut monter un projet pour un jeune qui a déjà des idées qui peuvent créer génératrices de revenus, qui peuvent créer des emplois sur un thème défini par l'objet du projet. On dit horizon 2020. On est en 2014, il y a 6 années pour que 2020 arrive, pour présenter ces jeunes-là comme modèle. Qu'est-ce qui a été fait? Quel est le résultat? On te promet un financement de 5 millions, on te donne un chèque en bois devant le peuple ivoirien. C'est M. Daniel Cablon Duncan qui vient me donner mon chèque en bois. Je n'ai pas encore reçu 5 francs jusqu'à aujourd'hui. Et je suis champion, futur champion national. Ça, c'était en 2014. Aujourd'hui, on revient en 2023, on commence à mettre sur la table les champions nationaux. Après des experts comme Zézé, comme vous avez dit, on a vu ce qu'ils ont expliqué. On voit comment les gens parlent. On n'est pas en train de parler de nos présidents, de nos ministres. On dit, toi qui es chez toi, qui as une idée, que tu mets en projet, qui va devenir matériel et qui va fructifier, générer de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, 10 ans? Le champion national, c'est celui qui, moi par exemple, je décide de faire la saucisse de poisson thon. Je prends mon billet d'avion à fond propre, je m'en vais à Bordeaux. Ma saucisse est certifiée à Agropole. Et je suis avec le ministre, le directeur de la Chambre du commerce qui attrape ma main et puis qui me félicite. Je reviens, je suis un champion national. Dans le beurre. Mais c'est sur papier, il n'y a pas d'accompagnement. Je meurs. Je n'arrive pas à payer mon loyer à la fin du mois. Donc les champions nationaux en idée,
sont en train de se creuser, sont en train de se tuer à petit feu dans la Côte d'Ivoire ici. Et on parle de quel champion national en Côte d'Ivoire qui a des sous, qui a à chier, qui est prêt à faire des jeunes gens, des futurs cadres, des futurs directeurs d'entreprise. De quoi on parle? Le jeune est en train d'expliquer quelque chose. On n'a qu'à comprendre le fondement de la chose pour qu'on sache comment anticiper sur tous les tas qui vont nous bloquer. On est en train de se leurrer à quoi? Tu as une entreprise que toi-même tu fais, oui. Mais est-ce que les autres qui veulent comprendre, qui veulent arriver à se maintenir, peuvent suivre toi ton rythme? On ne sait pas qui t'accompagne. Tu donnes l'exemple du gars de classe, le salon de coiffure. Mais ceux qui ont accompagné le jeune, qui ont octroyé le financement, doivent être aussi poursuivis. C'est des détournements, c'est des blanchiments d'argent. Quand j'ai interpellé M. Mamadou après son discours, je lui ai dit, mais les magasins là, ils sont déjà créés. Donc, même si on va pénaliser le jeune, les magasins qui sont déjà là, il y a nous qui avons des activités, qui avons besoin de magasins. On peut rentabiliser sur les magasins. On récupère ces magasins-là, on met nos activités, on remplace le titre du jeune. C'est des plus salons de coiffure, ça devient vente de saucisses, ça devient vente de beurre de karité. Plein de gens qui ont des talents qui sont en train de chercher à se promouvoir. Ça, c'est un deuxième exemple. Le troisième exemple, on va parler de la chambre de commerce à faire enregistrer. Il ne s'agit pas d'enregistrer. Il ne s'agit pas. Il y a la chambre des métiers. Combien de métiers sont enregistrés? Les métiers à but lucratif au quotidien. Il y a la femme qui vend son beau flotto. Elle sort à 16h, elle rentre à 20h. Mais son chiffre d'affaires par jour part de 30 à 40 000 francs. Celle que moi j'ai déjà enregistrée dans mon répertoire. Mais je lui dis, mais tu as envie de devenir une grande femme? Elle dit, non. Je préfère rester ma petite vendeuse. Parce que je ne me vois pas en train de souffrir dans les histoires de payer impôts, taxes, tout ça là. Mais voilà ce nombre de personnes-là qui sont à plus de 80% et qui vivent au quotidien. La gestion des métiers à but lucratif au quotidien, c'est pour que les gens puissent manger, soigner leurs enfants, emmener les enfants à l'école et subvenir à leurs besoins quotidiens. Chaque jour, on vit au jour le jour. Et si ça, c'est pas accompagné dans le côté, comme je peux dire, conseil social, avant de devenir professionnel, on est en train de se dérouter. Les gens pleurent chaque jour. Donc, quand on a des panels comme ça où on vient nous démontrer comment on peut s'associer en idée avec des gens comme les aisés qui vont voir la basse classe qui est en majorité acquise même sur le terrain, parce que c'est les pauvres, comme on dit, qui ont beaucoup de iPhone. Hein. C'est les pauvres, comme on dit, qui aiment le luxe, qui ont des écrans plasma dans leur maison. Hein. C'est eux qui habitent à Blocos, il y a écran plasma, il y a split, il y a tout dans la maison. Hein. Donc, si on n'arrive pas à se dire la vérité sans se manquer de respect, mais on n'est pas en train de construire notre pays. Donc, frère Stéphane, c'est par rapport à toi-même que je suis en train de parler de ça. Il n'y a rien qui a été créé pour augmenter les chances des jeunes à développer leur projet. Tout a été mis en place pour dire on peut travailler, mais il n'y a rien qui est suivi. On n'a qu'à arrêter de se leurrer. Ok, merci. On n'a qu'à arrêter de se leurrer. C'est ce que je voulais apporter comme addition. Merci. Je vais juste ajouter un truc de plus, Stéphane va réagir. En fait, non, c'est Mathieu. Après ton ajout, c'est Mathieu. Ok. Donc, ce que je vais te dire là, les 130 000 entreprises enregistrées, c'est bien. C'est déjà bien. Il ne faut pas oublier que dans les 130 000 là, il y a des sociétés écrans. Quand tu es dans le domaine de la finance, tu sais ce que c'est. C'est ce qu'on prend pour détourner. Et vu qu'on est sur une liste noire dans l'affaire de détournement et de blanchiment d'argent, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de sociétés écrans dedans. Je ne saurais citer des chiffres, c'est juste spéculation. Mais soyez sûr que si on rentre sur une liste noire de Gafi et qu'il y a des entreprises qui se créent, il y a plein de sociétés écrans dedans. Il y en a plein. Effectivement. Comme tout à l'heure, j'ai dit, tu peux créer une supérette et puis elle fait 1 million de chiffre d'affaires par jour et tu t'en vas dire que tu t'en déclaré que ça fait 100 millions de chiffre d'affaires. Parce que voilà, tu as injecté l'argent dedans. C'est une société écran que tu prends pour détourner, pour faire n'importe quoi. Et aussi, le fait de dire qu'on doit, chaque commerçant ou bien chaque entrepreneur peut aller se déclarer, c'est bien. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en 2025. Personne ne va payer de transport pour aller se déclarer. Je suis désolé. À part les riches, personne ne va payer de transport pour aller se déclarer. Donc, il faut digitaliser. Il faut digitaliser. Ça, c'est la première chose à faire. Si tu laisses comme ça, vous devez partir au plateau pour vous faire... Personne ne va faire ça. Zéro. Et ça, je suis formel. Point. Qui doit réagir? Mathieu? Merci Yanis. Yanis, tout à l'heure, tu as parlé du président Bédier et puis Bion. C'est au père Bion.
Quand le président Bédier est arrivé, pour que puisse comprendre, il y avait la privatisation. Excusez-moi, mais je suis arrivé avant Mathieu, là. Je n'ai pas encore réagi. C'est pas... Moi, je vais finir puis je vais descendre. Comme je dois aller faire une course là, c'était pour vite répondre à Stéphane, pour qu'il comprenne. Le président Bédier arrive, on dit on doit privatiser des entreprises. SAPH, PAM Industrie, les sociétés. Le président Bédier regarde puis il dit bon, ça là, à qui je vais donner? Il a pris tout ce groupe-là et il a donné ça au père Bion à 1 franc symbolique. Mais en retour, le capital que le père Bion engrange, parce qu'il y a déjà sa société qui était là, le capital qu'il engrange, il ne va pas l'investir ailleurs. Il investit en Côte d'Ivoire. De toute façon qu'aujourd'hui, on crie que Bion est le premier employeur du Côte d'Ivoire. Parce qu'à la base, le président Bédier pourrait donner ça à la société européenne. Mais il y avait plusieurs. Et c'est ça qu'on appelle créer un champion. Sinon, aller créer son entreprise à la CPC ne fait pas de toi un champion. Le champion national là, le champion national, c'est celui qui impacte l'économie. Aujourd'hui, je prends les anciens, Nestlé, quand ils font les chiffres d'affaires, quand ils font les bénéfices, ça va en Suisse. On appelle ça VV. Le bénéfice, ça va en Suisse. Si demain il y a des problèmes ici, Nestlé ramasse tout, ça va. Mais on aura tout perdu. Et le champion national là, comme toi Stéphane, tu as monté une boîte. Je ne sais pas comment tu appelles ta boîte. Dans le secteur où tu es là, l'État dit, pour ce petit secteur là, moi je veux que demain, Stéphane soit le premier. Même si les étrangers viennent travailler avec lui, le premier là, c'est Stéphane, il ne pourra rien faire. Regardez le bois. Le bois encore doit être détenu par des étrangers. Mais l'État peut dire, ok, le bois là, ah bien c'est des étrangers. Nous on décide qu'à Yamoussoukro là, on prend Stéphane, on le met à Yamoussoukro, il devient le plus grand grossiste de bois à Yamoussoukro. Et tout ce qui peut boire à Yamoussoukro passe par Stéphane. Stéphane à Yamoussoukro devient un champion. Parce que lui là, il ne va pas partir ailleurs, il va réinvestir son argent là dans l'économie ivoirienne. Il ne va pas dire non, je vais envoyer ça en Chine, je vais envoyer ça comme ça. Quand tu as fini Yamoussoukro, on dit ok, toi Stéphane, quand tu as train de faire, l'État m'a donné cette opportunité. Moi aussi Stéphane, je vais prendre un jeune frère à qui je vais donner cette opportunité. Regardez dans le côté, quand il a vu que le pétrole coûtait cher, chez lui, l'essence, il a venu créer une raffinerie. Tranquille. Pour dire, il a créé une raffinerie pour faire quoi? Pour pouvoir baisser le coût du carburant chez lui. C'est ça un champion. C'est ça qu'on appelle un champion. Parce que ce que l'État lui a donné, là, il est venu remettre ça à la disposition de sa population. Sur ce que tu es en train de dire là, créer son entreprise au CPC, un champion national ne commence pas par en un an. On regarde ta structure. Aujourd'hui, on parle de Dosongui. Dosongui, ce qu'il a fait à Saint-Pédro, usine, il avait déjà ça au Cameroun. Sa première usine qu'il a fait, il allait faire ça au Cameroun. Mais quand il a vu qu'en Côte d'Ivoire ça allait, il est venu créer. Mais Dosongui, tout ça là, c'est le président Bédier qui l'a rendu comme ça. Mais on a combien de Dosongui? Voilà le cas de la marque Ponji. L'État de quoi peut dire bon, Ponji, on doit acheter 104 cartes en 2025. Dans les 100 là, nous on te donne 50. Dans les 100 là, on te donne 50. Tu as déjà le marché des 50, c'est pour toi. Chaque année, on va prendre 50 Ponji avec toi. Mais le monsieur devient quoi? De tout ce que, quand il devient grand, l'État parle du monsieur de Ponji là, on prenait les 50 voitures peut-être à 1 milliard. Mais comme tu es devenu grand, on dépense à 1 milliard, nous on pense à peut-être 50 millions. Le monsieur va dire oui, parce que déjà c'est l'État qui l'a permis de devenir grand. Tu vas acheter une voiture en Chine, mais les taxes que tu payes là, ça va en Chine. Donc vous comprenez que vos champions nationaux, ce n'est pas les créer sur le temps à la CPC. Il faut comprendre ça comme ça. C'est d'abord petit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour ne pas qu'on se perde. Oui, c'est vrai. Donc, merci Mathieu. En tout cas, on a bien compris. Super additif, surtout Maïni, super additif. Opportun. Je ne sais pas si c'est opportun. Tu vas dire ton temps de parole. On va te laisser 3 minutes. Si tu as un commentaire et puis poser une question. Bonsoir tout le monde. Et je suis beaucoup Yann et Jonathan. Voilà, je suis un de vos grands fans. Bon, je reviens
au sujet de la dette. Voilà, il avait émis des propos là. J'ai l'impression qu'on fait passer la dette comme comme quelque chose qui est incroyable ou bien abominable. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut expliquer clairement à la population que la dette n'est pas aussi mauvaise que cela. Voilà, parce que une dette, c'est très important pour le développement d'un pays. Il faut qu'on explique ça à la population. Parce que ces 2 temps-là, on parle de dette, le pays est endetté, mais je pense qu'il n'y a pas un président qui a dirigé la Côte d'Ivoire qui ne s'est pas endetté. Même le président Félix Houphouët-Boigny, malgré qu'on parlait de boom économique, mais le président s'est endetté. Parce que c'est important, la dette. Donc, quand on parle, non, la dette, c'est pas bon, le pays est endetté, donc le président qui est là, il a trop endetté le pays. Mais quand il a pris la dette, est-ce qu'il n'a pas, on n'en voit pas les actions qui ont suivi. Il y a des actions qui ont suivi. Et c'est ça la dette. Quand on prend de l'argent, on doit forcément investir. Et quand tu investis, ceux qui donnent le crédit, ils sont capables encore de te donner parce qu'ils savent que tu vas investir pour pouvoir rembourser l'argent. Ça, c'est une chose bonne. Donc, je voulais juste faire comprendre qu'il ne faut pas faire passer la dette comme quelque chose qui est mauvais. Donc, si vous dites que la dette est mauvaise, est-ce que le président Thiam, quand il va venir, il est sûr qu'il ne va pas prendre des dettes jusqu'à, et c'est pas à long terme? Non, impossible. Parce qu'il va pouvoir emprunter pour pouvoir faire avancer le pays. Donc, il faut expliquer que la dette, c'est bon, mais c'est pas bon. Il y a des aspects négatifs, mais aussi c'est très important. C'est vraiment plus important, voilà, pour le développement d'un pays. C'est ce que je voulais dire. Ok, je vais juste réagir rapidement. Le problème de la dette, là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nécessaire. On a besoin de la dette. Mais il ne faut pas que la dette devienne le poumon de l'économie. C'est ça le problème. Et il faut que la dette soit rentable. Je donne un exemple. Tu prends une dette pour construire un hôpital public, un CHU, qui a but non lucratif. Tu prends une dette pour faire ça. L'hôpital ne te fait pas rentrer d'argent. Pourtant, tu vas rembourser la dette. Donc, tu vas prendre ailleurs pour rembourser la dette. Tu vas prendre les recettes fiscales et le service de la dette va grimper. Tu vas prendre une autre dette et ton taux va augmenter, etc. Par contre, si tu prends une dette, genre tu as un projet, par exemple de pont à péage. Tu as une partie des investisseurs qui viennent et il te reste un fonds. Il te reste encore de l'argent. Tu dois payer par exemple 100 milliards. Tu as eu des investisseurs à 70 milliards. Tu as eu investisseurs plus fonds propres, plus fonds de pension, equity. Tout ça mélangé, ça fait 70 milliards. Sans oublier ce que tu prends dans les caisses de l'État. Et il reste 30 milliards. Et puis tu empruntes les 30 milliards pour faire ton pont à péage. Le pont à péage, là, il est rentable. Les gens vont passer, ils vont payer. Donc tu pourras prendre une part de ce pont à péage pour payer la dette. Et dans ce cas-là, les recettes fiscales vont servir à autre chose. Par exemple, construire l'hôpital en question. Mais si tu prends la dette pour construire l'hôpital et que l'hôpital n'est pas rentable, ça devient problématique. Tu vois le problème? C'est ça le véritable problème qui est là. Donc, il faut bien diriger comment dire, il faut bien s'endetter, disons, et bien investir la dette. Il faut que la dette soit rentable. La dette, là, dans le projet dans lequel tu la mets, il faut que ce projet-là puisse rembourser la dette. Et ça, il n'y aura pas de problème. Ça, je peux vous assurer. Mais après, il faut aussi, c'est mieux d'avoir des dettes en devise, qu'est-ce que je raconte? En monnaie locale. Voilà, c'est mieux d'avoir la dette en monnaie locale. En France CFA, par exemple. Comme ça, il n'y a pas de risque de change. Il n'y a pas de risque de, il y a plein de trucs qu'on évite. C'est pour ça qu'on parle de dette intérieure. Maintenant, quand tu prends la dette en dollars, par exemple, tu as des risques de change. Et c'est problématique. Nous, on a un petit avantage, si je peux appeler ça comme ça, mais c'est pas vraiment un avantage en tant que tel. On est arrimé à l'euro. Donc, on a le droit de s'endetter en euros. Il n'y aura pas de risque de change. C'est-à-dire, la différence, la valeur du CFA par rapport à l'euro ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, on va payer ce qu'on a décidé de payer au début, comme intérêt. Ça ne va pas changer. Par contre, si on s'endette en dollars, ça va changer. Mais le fait même de s'endetter toujours en euros, ça devient problématique. Dans le sens où tous nos marchés iront chez les Européens. Tous nos marchés. Tous nos créanciers seront des Européens, du moins. Donc, s'ils financent trop notre économie, ils auront trop leur bouche dans nos affaires. Et puis, ils sont capables de dire, par exemple, tu as un bon marché en Chine, avec la monnaie chinoise. Ils doivent te prêter quelque chose avec un taux très faible. Ils vont te dire, non, leur monnaie là, c'est volatile, ça va monter, ça va descendre, donc tu risques de payer plus cher. Prends avec nous, Européens, on sait faire aussi. On va augmenter un peu le taux, mais tu n'auras pas de risque de change. Et on va aller prendre en euros. On va aller s'endetter en euros. Euro. France. Il y a même un ministre qui a dit qu'on s'endettait plus souvent en euros. Mais c'est mauvais. Ça fait que tous nos marchés, partout on va prendre de la dette, financée par la dette, on va prendre les Européens.
on va prendre chez les Européens. Et c'est problématique. Voilà. Cette histoire de dette-là, je pense que c'est une notion assez complexe parce que c'est déjà quelque chose qu'on paye. C'est un intérêt. C'est pas un cadeau qu'on te donne. Tu payes pour qu'on te donne l'argent. Donc ça te coûte quelque chose. Ce n'est pas comme un investissement où quelqu'un te fait confiance et te donne ton argent gratuitement. La dette, tu la payes. Donc, il faut que cette dette-là puisse se rembourser elle-même. Voilà. Donc, investir dans un projet rentable, pas dans une école publique. C'est bon l'exemple? Ok, super. Donc après, c'est Gbagbo qui voulait parler. Donc, on va mettre à 2 minutes. Mais dis-nous qu'on est là pour combien de temps encore, Yanis, parce que je sais que là-bas, il s'est fait tard. Donc, Oh, tu sais, on va finir à minuit. Hein. Donc, disons, dans 15-20 minutes. Ok, donc on va donner 2 minutes. Gbagbo, tu as 2 minutes. Vas-y. Donne-moi 3 minutes au moins. Ouais. Vas-y, parle. Je vais attendre. C'est le président quand même, hein. C'est Gbagbo. Ok, d'accord. Vas-y, président. En fait... Après, Stéphane va parler. Ça fait un moment, il patiente. Oui. Il y a Yanis qui a déjà précisé l'autre, l'histoire de la dette à l'autre. En plus, moi, ce que je voudrais ajouter à ce que Yannick a dit, c'est l'argumentaire politique. Parce que quand un président vient et nous dit que la dette de 6 milliards dans le vertige, nous, on s'attend à ce qu'ils viennent créer de la richesse et qu'on ne prenne plus de dette. Ça, tu ne peux pas nous en vouloir. C'est lui qui est venu dans sa campagne, qui a promis des choses. Et nous, Ivoiriens, on s'attend à un miracle de sa part. Et bien, se retrouver à 37 000 milliards, plus de 37 000 milliards aujourd'hui, nous sommes étonnés. Mais la bonne question qu'on se pose, qu'est-ce qu'ils font avec ces dettes-là? Est-ce qu'ils créent des richesses, ils permettent aux jeunes Ivoiriens et aux Ivoiriens de pouvoir vivre correctement? C'est la bonne question que nous on se pose. Où est-ce qu'ils investissent cette dette-là? Dans quoi ils investissent? C'est la question qu'on se pose. Sinon, prendre une dette n'est pas aussi mauvaise. Moi-même, je voulais demander à Yanis aussi après, s'il va répondre, qu'est-ce qu'il pense du franc CFA, Yanis? Après, tu vas répondre. Qu'est-ce que tu penses du franc CFA? Parce qu'aujourd'hui aussi, on parle beaucoup du franc CFA et ses impacts, les impacts négatifs du franc CFA sur l'économie, bon, en griffe ivoirienne, hein, pour ne pas dire africaine, ou bien d'Afrique francophone. Voilà, il y a ça. Maintenant, ce que je voudrais dire à Stéphane, moi, je comprends bien ce que tu dis, et ce que tu dis peut être aussi quelque chose d'important. Mais moi, je pense aussi qu'il ne s'agit pas de créer des institutions, mais de mettre sur place, comment on va appeler ça, des choses, mais qui sont mal exploitées. Quand on parle de CPC, quand on parle de CNPS, oui, travailleurs du privé, comment ces choses-là sont utilisées? Est-ce que ça profite? Est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'ils ont mis le cadre pour permettre à tout le monde de s'inscrire dans la chose et de profiter de la chose, de comprendre l'intérêt? Parce que moi-même, j'ai fait ça, hein. Entrepreneur du privé, là, mais moi, il n'a jamais cotisé, il m'a envoyé un numéro, mais je ne sais pas c'est quel numéro même. Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais si ils avaient mieux communiqué et ils avaient fait des suivis, je pense que ça va profiter. Moi, je pense que ce que l'État crée là, il y a le suivi et il y a l'exploitation de la chose. Il faut montrer l'importance de la chose aux citoyens. C'est ce que je voudrais dire aussi sur ça. Maintenant, l'État aussi, c'est eux qui créent le manque de confiance entre eux et les citoyens. Et pour un exemple simple, le président s'est arrêté devant nous, il dit qu'il va donner 1 milliard à la jeunesse, 1 milliard par jour. Les 1 milliard par jour là, dites-nous c'est quel jeune qui a profité des 1 milliard par jour? Parce que moi, je me suis inscrit par exemple, toutes les communes d'Abidjan, aucun jeune n'a eu les 1 milliard. C'est dans quelques villes du nord, je crois bien, de l'intérieur, quelques 3-4 villes. C'est là-bas ils ont fait des remises de pancartes où ils ont dit aux gens, comme ce que l'autre disait, les bois où on met 1 million, 500 millions. C'est pas s'ils ont eu, ils n'ont pas eu, mais c'est là-bas ils ont fait. Mais tous ceux qui ont postulé pour ça, la question qu'on se pose aujourd'hui, les 3 milliards, là, ils ont vraiment donné. S'ils ont donné, qui a profité de ces 360 milliards? Parce que 1 milliard par jour, ça fait 360 milliards. Qui a profité de ça? C'est la question qu'on se pose en fait. Du coup, je pense que Stéphane va réagir. Il y a son collègue qui est monté jeunesse, donc on va donner 2 minutes à jeunesse, il va s'exprimer. Et puis après, c'est Stéphane. Vas-y, jeunesse, 2 minutes. Ok, merci de me donner la parole. Bon, d'abord, j'aurais une question aussi à poser à Yanis. Lorsqu'il parle de... il faut s'endetter en monnaie locale.
Donc, quand il parle d'endettement en monnaie locale, je veux qu'il précise sur quel marché dont il fait allusion. Je veux qu'il précise pour qu'on puisse comprendre, parce que ce thème-là, je l'ai discuté et je pense que on a été, c'est de l'utopie pour moi. Donc, je veux qu'il précise pour que je puisse mieux comprendre. S'endetter, oui, sur le marché européen ou bien sur le marché africain. Et c'est sur le marché africain, il n'y a pas de souci. On peut s'endetter en monnaie locale parce qu'on utilise tous le même franc CFA. Mais jusqu'à présent, je sais que le marché africain n'est pas aussi n'a pas aussi trop comment on appelle, n'est pas aussi fort pour pouvoir emprunter, pour pouvoir prêter de l'argent pratiquement à tous les pays africains qui désirent emprunter. Donc, on est obligé d'aller chercher, comment on appelle, ces dettes-là sur le marché européen. Et donc, si on parle du marché européen, il est bien évident qu'on ne peut pas s'endetter en euros, en francs CFA sur le marché européen. C'est forcément en euros. Donc, je veux vraiment une précision quand on parle de s'endetter en monnaie locale. Parce que jusqu'à présent, le franc CFA ne peut pas être échangé dans tout le continent européen. Il n'y a qu'en Afrique. Et même en Afrique, tu prends ton argent pour aller au Cameroun, le même franc CFA utilisé en Côte d'Ivoire n'est pas valable au Cameroun. Donc, je veux que vraiment on essaie de nous expliquer pour mieux comprendre. Secondo. Deuxièmement, lorsque on donne les marchés aux gens de gré à gré, mais je pense que le gré à gré, là, ça fait partie des mécanismes des marchés. Parce qu'il y a le gré à gré, j'ai carrément oublié parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas travaillé sur ça. Mais je sais que le gré à gré, ça fait partie des mécanismes d'attraction de choses, comme on appelle, du marché aux individus. Ça fait partie des mécanismes. C'est le troisième mécanisme. Je pense le troisième ou le deuxième mécanisme. Donc, pourquoi est-ce qu'on critique un truc qui fait partie des clauses du fait qu'on va octroyer un marché à quelqu'un? Le gré à gré, il fait partie. Il fait partie des types d'octroyation. D'accord, je pense qu'il a cerné les deux questions. Yanis, pardon, permets-moi de poser une question, juste une question à Jeunesse. Dernièrement, le président Tidjanta m'a parlé de s'endetter en monnaie locale. Et puis, on a vu que le gouvernement a fait une levée de fonds en francs CFA. Le gouvernement a fait ça sur quel marché, s'il te plaît? Justement, merci de me poser la question. Le gouvernement a fait ce levée de fonds sur le marché africain. Sur le marché africain. Donc, tu as ta réponse? Oui, mais imaginons, non, mais je sais, mais j'ai posé la question. Tous les pays. Donc, ta réponse, ok. Yannis, tu peux répondre à la question. Non, j'ai pas ma réponse. Tu peux répondre à la question maintenant. Moi, tu m'as répondu. C'est ça le problème là. Tu m'as répondu. En fait, c'est. Attendez. Moi, je t'ai posé une question. Moi, je ne suis pas dans un débat avec toi. Je t'ai posé une question. Où est-ce qu'on a fait cette levée de fonds en France? Tu m'as répondu, j'ai ma réponse. Moi, je ne débat plus. Maintenant, Yannis va répondre à tes deux questions. C'est ça, c'est simple. Ok, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc, tu as parlé de s'endetter en monnaie locale, et puis quoi encore? Je demandais, est-ce que le gré à gré ne fait pas partie des différents types d'octroyation d'un marché d'un marché? Ça fait partie de ça. Donc, pourquoi on critique? Mais raison de plus pour donner le marché de gré à gré à des Ivoiriens? Où il est? Non, il est là. Raison de plus pour donner le marché de gré à gré à des Ivoiriens? Pourquoi ne pas donner le terminal à conteneur de gré à Bolloré et à Billon et on va le donner à Bolloré? De gré à gré. Tu vois? Donc, priorise la nation. Si tu veux faire un gré à gré, donne aux Ivoiriens, c'est tout. Ce serait mieux comme ça, non? Je pense qu'on est d'accord. Ok, en ce qui concerne le deuxième conteneur dont tu as fait allusion, c'est pas Bolloré qui est le gestionnaire du deuxième conteneur. Oui, mais puisqu'il a quitté l'Afrique. Mais sinon, c'est à lui qu'ils ont donné quand ça a été construit. Qui ça? C'est à Bolloré qu'ils ont donné. Non, le deuxième conteneur n'appartient pas à Bolloré. C'est le premier conteneur, je suis d'accord. Il a quitté la France, il a quitté la Côte d'Ivoire, il a quitté l'Afrique. Il a quitté la Côte d'Ivoire, Bolloré. Donc c'est normal. Mais sinon, il était là, c'est à lui qu'ils ont donné. Tout le monde sait ça. Non, le premier marché. Le deuxième conteneur n'a pas été donné. On va passer la parole à Stéphane. Normalement, ça va faire plus qu'il a pas. Mais on va passer la parole à Stéphane. Il a dit en monnaie locale. Attends, je réponds rapidement. Sur quel marché? Sur le marché africain. Maintenant, si tu ne peux pas t'endetter en Afrique, il faut créer les moyens. Tant que tu as parlé de francs CFA, voilà la preuve que c'est un problème. Voilà la preuve que c'est un problème. Si on ne peut même pas utiliser le même CFA au Cameroun, à quoi bon ce franc CFA? Il sert à quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dedans. Maintenant, s'endetter en monnaie locale, je n'ai pas dit, j'ai dit c'est un objectif à terme. L'objectif là, ce serait qu'on puisse s'endetter entre nous. Ça va nous arranger.
C'est pour ça que j'ai parlé des champions nationaux, de fonds propres, etc., de fonds d'investissement, tout ça. Tout ça, c'est les buts. Mais c'est pas forcément pour s'endetter. Nous, on veut de l'equity. On veut pas forcément s'endetter. Forcément. Ou alors, si on a un projet, il faut que la dette prenne 20% et non 80% comme actuellement. Si on a un projet là, il faut que on trouve le financement, on boucle les investissements, le fonds propre et peut-être 20% en dette. Mais actuellement, c'est 80% de dette. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est un objectif à terme. C'est pas facile à faire. Mais il faut des gens qui savent le faire. Ce que je dis, c'est que ceux qui sont là actuellement ne peuvent pas le faire. C'est pas dans leurs compétences. Peu importe votre degré de génie, il y a des limites. Il y a des trucs que vous pouvez pas faire. Il y a des trucs que vous savez pas faire. C'est comme ça. Tout est tout mais comme ça. Ado fait pas la différence. Tiam fait pas la différence. Bagbo fait pas la différence. Donc il y a des trucs, Ouattara c'est pas faire. Et il y en a plein, on voit dans le pays. Donc moi je dis ce domaine-là, il ne peut pas gérer. Donc qui laisse, c'est tout. Ok, merci. On va passer à... On va passer à... C'était à Franck normalement, mais on va Stéphane, 2 minutes et puis... Je disais tantôt, je voulais déjà parler à Yanis. Pour e-impôt, ça existe déjà. Moi, on a la possibilité de payer nos impôts en ligne. Ça ne sera pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour les champions nationaux, j'y reviens. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, l'un des principaux gars, des gars de Tidiane Thiam, est le maire de Cocody, papa d'Olivia Yassé, est le principal propriétaire avec Eolis du Quai Fruitier. Et je pense qu'aucun fruit ne sort de la Côte d'Ivoire sans passer par chez lui. Et aujourd'hui, quand j'entends que les champions nationaux, pour vous, c'est des gens à qui l'État doit donner de l'argent, je pense que trop de facilité, c'est pas intéressant. Laisse-moi finir d'abord, s'il te plaît. J'ai une minute. Non, mais il n'a pas dit de l'argent. Faut pas utiliser. Les gens nous écoutent. Il n'a pas dit l'État doit donner de l'argent. Les gens nous écoutent. En train de passer. Donc, qu'est-ce que l'État devait donner aux champions nationaux pour développer Yanis? Des marchés. D'accord. Donc, l'État doit donner des marchés de gré à gré à des personnes qu'elles estiment être des champions nationaux du genre sans filtre. Il n'y a pas de souci. Nous, en ce moment, en Côte d'Ivoire, on a affaire à des jeunes qui, à force de résilience depuis 2011, ont commencé à comprendre comment le système fonctionne. Et ils se donnent à fond dans le travail. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, on peut être fier du parcours qu'on a pu avoir. Et j'en connais plein. Vous comprenez? Après, on a compris que le plus difficile, c'était la formation. Mais c'était pas les hard skills. Parce que les hard skills, ça se donne bien en Côte d'Ivoire. On a des champions, des premiers de classe dans tous les domaines. Mais ce qui manquait à cette jeunesse-là, c'était les soft skills. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de leur donner pour qu'ils aient une vision parfaite du marché. Parce que tu peux être dans un marché avec des instruments et tu peux ne pas appréhender les ouvertures de ce marché-là parce que tu n'es pas adapté à cela. Et aujourd'hui, dans notre centre de formation, on essaie de le faire. Et on voit comment ça s'améliore chez certains jeunes. Voilà, ça c'est déjà un troisième point que je voulais souligner. Maintenant, concernant la dette. La dette là, de la Côte d'Ivoire, elle tourne autour de 30 milliards. Il y a 18 000 milliards qui a été pris comme dette extérieure. Et à cause de la parité là, on est arrimé à l'euro pour ne pas que cette dette là puisse fluctuer. Donc on est fixe au taux de change 655 comme vous le connaissez. Et aussi il y a la dette intérieure que la Côte d'Ivoire emprunte. Mais ça c'est en monnaie locale. Comme les bons qu'ils prennent, qu'ils émettent, comme les prêts qu'ils prennent avec les entreprises dont vous parlez en tant que champions nationaux. Ça existe. Les gars, beaucoup de choses a vraiment été faites. Et Dick Alassane n'a pas les compétences. Dick Alassane n'a pas les compétences de gérer un État. C'est un peu frisé. Ce qui n'est pas juste. C'est pourquoi. Parce que au FMI, non, tu as dit qu'il a des limites et qu'il faut qu'il quitte. Il a des limites comme ce que je veux expliquer, tout être humain a des limites à part Dieu. Donc, dans ce domaine-là, il n'a pas de limites parce qu'après avoir été au FMI pour gérer près de 120 pays dans la relance économique et après avoir dirigé la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, après avoir dirigé la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre et avoir été félicité même par le vieux par le vieux Houphouët-Boigny, qui a même dit, je lui fais confiance, vous lui ferez confiance parce qu'il a redressé notre économie. Je peux même vous montrer la vidéo. Je pense que c'est la personne idéale pour gérer ça. Contrairement à l'autre de l'autre côté qui a géré que des institutions commerciales, ce n'est pas gérer des hommes. Parce que quand vous parlez d'IDH, ce n'est pas un business. On parle de l'indice de développement humain. On parle des hommes. Et pour gérer des hommes, c'est beaucoup plus que des compétences technocrates. Donc moi, je pense qu'on va aller pour le deuxième mandat avec Alassane. Et merci à vous tous pour ce... On va aller pour quel mandat? Et à lui là. Le deuxième mandat... Laissez Yanis répondre, s'il vous plaît.
Donc, il a dit que Moi, je suis de retour, hein. Babou est de retour. le président a fait quoi déjà? Il a redressé l'économie, il a travaillé au FMI, il s'est occupé de 120 pays dans la relance économique. Tu sais, dire qu'il s'est occupé de 120 pays dans la relance économique, là, ce n'est pas vrai. Faut dire qu'il s'est occupé de la restructuration. Le FMI il propose des restructurations et des financements. Il t'aide. Mais celui qui a relancé son pays, là, c'est le président du pays en question. Parce que si aujourd'hui on dit que c'est le FMI adjoint de le directeur Afrique du FMI qui a relancé l'économie de la Côte d'Ivoire, ça va pas vous plaire. Donc les 120 pays dont tu parles là, ce sont les présidents des 120 pays là qui ont relancé leur économie. Donc ça, dit qu'il a aidé à la relance économique. Voilà, il a aidé à la relance économique. il a joué le rôle du FMI. Le FMI, sinon c'est le président. Merci. Le FMI c'est public, donc c'est comme si il est là, il n'a pas de résultat, tu vois. Le FMI n'a pas besoin de s'endetter. Le FMI n'a pas de chiffre d'affaires. C'est le FMI. Quand tu dis quelqu'un qui a travaillé dans le privé là, c'est lui qui doit diriger un pays. Parce que le pays là, hein, tu as des résultats que les gens attendent. Tu as un PIB qui se calcule chaque année. Tu as des chiffres d'affaires, tu as des comment on appelle ça, des indices qui se calculent tout le temps. Au FMI, il n'y a pas ça, à la BCE, il n'y a pas ça, ce sont des banques centrales. C'est banques centrales et puis fonds monétaires de l'autre côté. C'est public. Ça n'a rien à voir. Au privé, là, tu payes des salariés. Tu rates ta stratégie, tu fais faillite. Si tu rates ta stratégie, tu fais faillite. Au FMI, il n'y a pas de faillite. Donc, quand le président vient là, il a les habitudes du FMI, c'est tout. Donc, pour lui, peu importe la dette qu'il va prendre, il n'y aura jamais de problème dans le pays. C'est la vérité. Parce qu'il n'a pas connu ça. Il n'a pas eu à payer des salariés, il n'a pas eu à calculer comment dire, ses bénéfices nets. Alors que ceux qui sont dans le privé, là, ils ont cette pression-là tout le temps. Les salariés, ils doivent, comment dire, embaucher des gens, virer des gens, payer ça, augmenter salaire, faire des trucs, voilà. Ils ont des résultats, il y a la cote en bourse qui monte, voilà, ça descend, l'action baisse. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Voilà, maintenant, moi, ce que je déteste, c'est qu'on dit qu'il a aidé des pays à redresser l'économie. Il a fait le travail du FMI, qui est un travail de structuration. Il vient, il te dit, bon, voilà ce que tu dois faire, et puis nous, on va te prêter l'argent, c'est tout. C'est pas qu'il est venu prendre des décisions pour le pays, c'est les présidents des pays en question qui ont relancé leur économie. Ce n'est pas M. Ouattara. Sinon, on va dire qu'à la crise, là, la relance économique de la Côte d'Ivoire, c'est le directeur Afrique du FMI actuel que personne ne connaît, qui a relancé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et vous ne serez pas d'accord avec ça. Voilà. Qui a aidé à relancer l'économie et on sera d'accord parce qu'il est libre de donner le crédit ou pas. Pourquoi il refuse de donner du crédit à certains pays? Parce qu'ils ne sont pas solvables. Tout le monde exactement jusqu'à quel seuil un pays peut ne pas être solvable. Dans ce cas, tout le monde a aidé à relancer l'économie. Tout le monde. Si tu veux réfléchir. Oui, tout le monde sauf Thiam. En Côte d'Ivoire, par exemple. Ok, bon, voilà, bon, on va passer la parole. En fait, moi, je voulais juste rappeler à tout le monde qu'il faudrait respecter le temps de parole, que tout le monde puisse parler. Yannis a dit on finit à minuit. Là, il est minuit 3 chez eux là-bas. Vous voyez un peu. C'est vrai, tu veux faire tu veux parler de ton candidat, mais on parle d'économie. Je sais pas, moi, je comprends pas. Il veut parler de quel candidat? C'est pas son candidat. C'est de la même chose, on parle. C'est de la même chose, on parle. Quand certaines personnes... Pourquoi tu vas venir dire oui, sauf tiens, mais on fait les choses aussi simplement. Non. La relance économique, là, c'est celui qui participe à ça, c'est lui avec qu'on a attribué cela. Stéphane, merci. C'est que je dis là. Vraiment désolé encore. Stéphane, comment toi tu sais que... Toi, tu as fait une expertise. Désolé si ça vous dérange de reconnaître. Calmez-vous. Voilà. C'est pas une affaire de se déranger. Ça fait au moins 2 fois que tu parles du président Tidiane. Quand le président Tidiane et le président Alassane Ouattara quittaient la Côte d'Ivoire en 93, on était en pleine crise. Non, je ne sais pas quel relance, mais comment il s'est débrouillé. Il était en pleine crise. 93, Bédier a fait face à la dévaluation et tout. Bon, donc je ne sais pas quelle économie de la Côte d'Ivoire il a relevé. On va passer à Franck après Doyen Pétignon. Attends, j'avais une question à répondre rapidement. Il y a Bago qui a posé une question rapide. Donc moi je dis, il m'a demandé qu'est-ce que je pense du franc CFA. Moi je pense que le franc CFA était une bonne monnaie au crépuscule à l'aube de l'indépendance, disons en 1960. Parce que vu qu'on venait de naître, c'était bien d'être en parité avec l'euro. Ça nous aidait parce que c'est comme si leur économie t'éteignait sur nous. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus le cas. C'est comme un enfant. Sa maman le met au monde, il est bébé. Elle garde le cordon ombilical jusqu'à ce qu'il grandisse. Ça n'a aucun sens. Donc, arrivé un moment, il faut qu'on dépende de nous-mêmes. Aujourd'hui, là, on se vante de l'économie ivoirienne. On nous dit l'économie ivoirienne est parfaite, aux portes du paradis. On griffe, parce que c'est pas vrai. Si l'économie ivoirienne était aux portes du paradis et qu'on avait
une monnaie, par exemple, subsaharienne, avec la CEDEAO, et que tout le monde se portait bien, bon, il n'y avait pas trop de coups d'État par-ci, par-là, etc., on allait augmenter, on prend en valeur, selon nous-mêmes. Mais actuellement, là, peu importe la croissance qu'on aura dans les pays africains, tant que ça va pas bien en Europe, chez nous, ça va pas bien. Notre monnaie va pas évoluer. Ça ne va pas aller. Tant que ça va pas bien en Europe, tant que eux ils font pas des croissances incroyables pour que l'euro prenne de la valeur par rapport au dollar, etc., nous, on n'ira pas bien. Notre monnaie n'ira pas bien. Si pour eux va bien, pour nous va bien. Donc, dans ce cas-là, l'adage qui dit que quand il pleut à Paris, Abidjan mouillé sera vrai. Parce que la valeur de notre monnaie dépendra de l'économie des Européens. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, voilà, l'Europe est vieillissante, il n'y a plus rien ici, donc à un moment donné, il faut que les Africains puissent gérer eux-mêmes leur taux de change, être la conséquence de que leur monnaie soit la conséquence de leur économie, de leur croissance, etc. Voilà, et de la confiance que les gens auront en eux. Merci beaucoup. Donc le franc CFA, je pense que son ère est terminée. Il faut passer à autre chose maintenant. On va passer à Franck. Franck, vas-y. Normalement, c'est à moi, non? J'étais là. Ah, pardon. Bah, tu étais là, tu es descendu. Donc, on va passer à Franck et puis après. Je ne voulais pas parler puis avec du bruit, tout ça. Oui, avec tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à Franck et puis on va revenir chez toi. Ok, merci. Ok, salut les gars. J'espère que vous tous vous allez bien. Moi, mon propos, je veux commencer par dire que il n'y a aucun mérite pour un État de pouvoir emprunter auprès de la FMI. J'ai l'impression que les gens ont banalisé cet état de fait-là pour faire comme si, au fur et à mesure qu'un État va prendre de l'argent auprès du FMI, c'est bien. Donc, quand l'État de Côte d'Ivoire, pendant un bon moment, prend des prêts, à chaque fois on voit des annonces, la FMI a donné ci, la FMI a donné ça. Sachez que déjà, mais ce ne met pas un bon signal. Normalement, quand tu es très solvable et que tu n'as pas de soucis, tu devras emprunter vers des bailleurs de fonds qui sont prêts à te donner de l'argent, qui attendent à ce que tu puisses leur rembourser clairement, pas d'aller dans une institution qui peut te donner de l'argent pour qui veut restructurer ta dette à n'importe quel moment ou bien même à un moment donné l'annuler. Donc je pense que quand tu te dis état sérieux, il y a aucun mérite à dire que je suis allé prendre de l'argent à la FMI. Ça c'est la première des choses. Quand on parlait d'économie tout à l'heure, il y a des gens qui ont commencé à parler du bilan économique de choses d'Alassane Ouattara et qui disent que oui, le bilan il est tellement bon que oui, il y a des gens qui continuent de nous prêter de l'argent. Je veux dire que les États comme la Grèce, le Ghana, etc., quand ils ont fait défaut de paiement, dans la même année, ils recevaient de l'argent encore. Dans la même année, on leur prêtait de l'argent encore. Donc, ce n'est pas forcément un gage. Et qui te prête de l'argent? Moi, je dis, faites très attention à savoir qui te prête de l'argent. C'est par rapport à celui qui te prête de l'argent là qu'on sait que ton économie elle est solide ou pas. Donc, quand c'est le FMI ou bien des organisations de ce type à qui te prête de l'argent, ça ne veut pas dire que ton économie est solide. Et qui plus est, on a fait quoi? Dernièrement, avec les différents derniers rapports, parce que ça a augmenté en plus. Le service de la dette, elle a augmenté. Les derniers rapports risque-pays l'avant-dernier, parlait de 80. On était à peu près à des 75%. On est passé à 80% du service de la dette. 84. Voilà. On est passé à 84% maintenant. Avant, on était à 80, on est passé à 84%. On est en pleine ascension, on continue, donc de nos recettes qui sont utilisées pour le service de la dette. On a un pays où les 80% des richesses sont produites par des multinationales. On a un pays qui aujourd'hui est en déficit budgétaire. On est un pays qui donc en deçà de la norme ouest-africaine, de la norme régionale, c'est ce que je voulais dire, de la norme régionale. On est un pays qui utilise seulement 4% de son budget alloué à l'éducation. Donc bien loin de la norme de la norme entre guillemets mondiale par rapport aux allocations de budget vis-à-vis de l'éducation. Voilà les vrais chiffres qu'il faut utiliser. Vous savez, Alassane Ouattara, justement, du fait qu'il ait travaillé à la FMI, au FMI, et qu'il était directeur général Afrique, sait comment manipuler les chiffres. Donc on est sur du macro, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui,
vous avez une dichotomie entre les chiffres qui sont annoncés et les différents ressentis de certaines populations qui vous disent non, on a tel truc qu'on ne fait pas, on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à truc. Mais comment on arrive à dire dans un pays où on dit, où il y a des gens qui disent je n'arrive pas à me soigner, et puis il y a le ministère de la Santé qui nous fait sortir des chiffres, mais tellement mirobolants, etc. On a construit tel nombre de CHR, tel nombre de trucs. On a reçu docteur Osman dernièrement. On a pu savoir on va dire les différentes classifications en termes de centres hospitaliers, c'est qu'il faut pour qu'un CHU se fasse appeler CHU, c'est qu'il faut pour qu'un CHR se fasse appeler CHR. On est loin du compte. On a des centres hospitaliers qu'on est venu, on a changé pour pouvoir les appeler des CHU, juste parce qu'on avait voulu gonfler nos statistiques. On a des hôpitaux, par exemple, à Daloa, où il y a des scanners qui ont été déposés là-bas, dans leur carton, et qui n'ont pas fonctionné pendant des mois et des mois. Mais pendant ce temps, quand on voulait faire les statistiques, on disait quoi? Qu'il y avait un scanner à Daloa. Voilà ce qu'on est en train de dire. Il y a deux mondes qui sont différents. Il y a le monde du chiffrisme, où on essaie de faire tout pour pouvoir avoir une certaine embellie vis-à-vis de l'opinion internationale, et il y a la réalité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et là, ce n'est même plus quelque chose de partisan. C'est ce que les gens sont en train de vivre à l'intérieur du pays. Et c'est ce que pas mal d'entre vous ne veulent pas comprendre et continuent à rester dans le chiffrisme. Quelqu'un le disait, si Aliko d'un côté rentre dans ma maison ici, tous ceux qui sont dans ma maison sont millionnaires, si on fait une moyenne. Prenez cet exemple et puis comprenez bien. Donc, à un moment donné, quand tu as 80% de tes richesses qui sont produites par des multinationales, sachant que ces multinationales-là ont la capacité de rapatrier leurs capitaux et rapatrient leurs capitaux, excusez-moi, mais on n'est pas sur une économie qui est solide. Vous allez parler d'embellie, de PIB, etc., etc. Oui, mais ce n'est pas une économie qui est solide. Vous avez diligenté un gars comme Saïssa Zézé pour pouvoir faire son rapport avec ce pays. Il est venu, vous a dit la vérité. Mais ces éléments-là, vous ne voulez pas les entendre. Mais vous voulez continuer à faire de l'enfumade. Et je vais terminer par ce point-là. Où on parlait des champions nationaux. Tout le monde parlait des champions nationaux et les questions étaient posées pour savoir qu'est-ce que vous appelez champions nationaux, qu'est-ce que vous appelez champions nationaux. Aujourd'hui, la réponse à la Covid a été donnée par les champions nationaux du Nigeria. Le Nigeria n'est pas parti chercher l'argent quelque part. Pendant que d'autres pays étaient en train de chercher l'argent quelque part et que le président Tidjane Thiam était appelé même pour pouvoir faire la réponse à la Covid pour l'Afrique. Le Nigeria, ce sont ces champions nationaux-là, qui sont devenus des milliardaires en dollars, là, qui ont réussi à répondre à la Covid au Nigeria. En Côte d'Ivoire, il y a un État, et je termine par là, c'est la dernière phrase. En Côte d'Ivoire, il y a un État, et l'exemple qui est le plus palpable, c'est le dernier exemple de Air Côte d'Ivoire, où depuis janvier 2024, l'État a décidé qu'on puisse ouvrir une ligne Paris-Abidjan. En juin 2024, le Corsair, voyant qu'on veut ouvrir une ligne Paris-Abidjan, a créé un nouvel avion, un A330 Neo, qui va faire la liaison Paris-Abidjan à raison de 9 vols supplémentaires par semaine. Et ça a accueilli en grande pompe par tous les officiels ivoiriens, qu'il faut une cérémonie pour célébrer ça. En novembre 2024, il y a retard sur la livraison de nos avions, ce qui est reporté à mars 2025. En mai 2025, on signe une nouvelle convention de 4 ans. Je dis bien de 4 ans. Alors que nos avions sont censés commencer à voler en décembre 2025. On refait une convention de 4 ans avec Corsair. Excusez-moi, mais ce n'est pas favoriser les champions nationaux. Donc, on n'a pas la même vision entre le président Tidjane Thiam et le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Oris, vas-y, tu as 2 minutes. Excuse-moi, comme il a vraiment attendu. Mon boulot est fini. Hein. Ouais, bon, Yanis va nous laisser. Donc, tu nous donnes ton mot de fin. Ou bien, dans un big tu voulais t'adresser à Yanis? Je pense pas. Hein. Le doigt est là? Non, je suis là. La petite star. Non, j'ai rien à lui dire. Juste félicitations de continuer comme ça. On le suit. Et on l'encourage pour tout ce qu'il fait. Et il déboulonne un peu même les grands avocats du RHDP. On le suit, c'est juste ça. Mais tout à l'heure, je vais prendre ma prise de parole concernant l'économie de Côte d'Ivoire. Merci encore à toi, Yanis. On va laisser parler. Je crois que les gars, je vais juste aller manger. Si je finis, que je ne suis pas trop fatigué, je reviens.
D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, on va passer la parole à Osiris. Vas-y, tu as 2 minutes. Bon, ok, merci pour la parole, merci pour l'organisation du panel. Merci de donner la parole à tout le monde, voilà, chacun donne son point de vue. Et voilà, moi j'aimerais rebondir. Bon, j'étais là depuis le début, hein, donc on a parlé de plusieurs sujets, on a évoqué plusieurs sujets, donc je vais essayer de répondre à tous ces sujets-là. Bon, malheureusement, il est parti, il se fait tard. Donc, premièrement, par rapport aux champions nationaux, on a vu qu'il y a eu plusieurs définitions de champions nationaux ici, ça faisait un peu débat. Les champions, moi, ce que je voulais ajouter dessus, c'est que les champions nationaux, ou bien un champion national, là, ce n'est pas juste quelqu'un, comme l'autre, il a pris l'exemple, quelqu'un qui va juste contrôler le marché du fruit en Côte d'Ivoire, parce que ces exemples-là, il y en a plein. On a plein de personnes dans le gouvernement ou bien en Côte d'Ivoire qui contrôlent des marchés. Un champion national, c'est quelqu'un qui exporte sa production qu'il fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, qui contrôle pas juste son secteur, dans son pays. Il arrive à exporter, il arrive à dominer sur le marché, mondial. C'est un champion national. C'est-à-dire, il peut embaucher même des Ivoiriens à l'étranger. Donc, c'était pour souligner ça. Et puis aussi pour revenir sur le point de la dette. Pour moi, en tout cas pour moi, parce que en économie, chacun peut avoir son avis. Pour moi, le problème, c'est pas la dette. Parce que quand on dit la dette, tout simplement, la dette là, si on dit ça tout simplement, ça peut avoir des côtés positifs comme des côtés négatifs. Mais, en tant que pays, en Côte d'Ivoire, on sait dans quelle dynamique on est. Un pays comme la Côte d'Ivoire, aller s'endetter, c'est mauvais. C'est très mauvais de s'endetter à l'extérieur, en tout cas. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a une économie très, très dynamique. Et j'entends des gens qui disent que, je pense que c'est pas naïveté, qui disent que non, que le président le président Ado, si on lui octroie des crédits, à la Côte d'Ivoire, c'est parce que ils peuvent, c'est parce que ils ont confiance en lui. Non, c'est pas une question ils ont confiance en Ado, c'est parce qu'ils savent que l'économie en Côte d'Ivoire est très dynamique et que même si, quels que soient les crédits qu'ils peuvent donner, l'économie en Côte d'Ivoire peut faire ressortir cet argent-là. Et deuxième chose, les gens qui disent que non, la Côte d'Ivoire est arrimée à l'euro, donc on ne subit pas des dommages. Non, en fait, faut pas juste, quand vous prenez juste le point inclusif parce qu'on est arrimé à l'euro, donc on a en quelque sorte une parité fixe, on ne fluctue pas beaucoup. Vous oubliez que c'est en France que la monnaie est fabriquée. Donc, quand on emprunte, on a des intérêts qu'on paye encore dessus. Soit vous dites ça par naïveté, soit vous ne savez pas du tout. Le seul fait d'emprunter, on emprunte, on doit rembourser de l'argent, l'intérêt de l'argent, et puis payer les billets, parce que quand on crée de la monnaie ex nihilo, on paie les employés en France pour créer cette monnaie-là. Donc, les ressources qui vont être utilisées en France pour fabriquer la monnaie, là, on paye ça aussi. C'est-à-dire, ils nous vendent de la monnaie. Donc, on est consommateurs, on est des consommateurs monétaires. Donc, la dette, là, ça nous tabasse à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on nous donne des dettes. Parce que les dettes, là, c'est un moyen d'emprise sur un pays. Quand vous voyez le gouvernement prendre certaines décisions, ça vient pas juste du gouvernement. Je suis désolé, ça vient pas juste du gouvernement, mais c'est parce qu'on est asservi par cette dette-là, par cette énorme dette-là, que le gouvernement est obligé d'accepter certaines contraintes. Quand aujourd'hui on va signer les contrats, je pense que les gens du gouvernement, ce sont pas des crétins, ils savent ce qu'ils font. Mais vu qu'on a cette dette-là, ils sont obligés d'accepter certaines choses. Et donc, pour revenir à l'économie en Côte d'Ivoire, j'ai vu que vous avez parlé un peu de digitalisation, je sais pas quoi, mais ça, c'est des choses qui se font naturellement. C'est-à-dire, tu vas pas venir en Côte d'Ivoire pour être président, tu vas dire non, il faut digitaliser, c'est des choses simples, en fait. Il faut je sais pas si je peux c'est une révolution des vraies réponses aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Et aussi, on a abordé le point du secteur informel ou bien formel. Le problème, c'était pas de prendre tous les Ivoiriens qui font leur activité, de les jeter dans le secteur formel et de faire juste un secteur formel parce qu'il faut faire un secteur formel. Parce que le secteur formel, là, c'est parce que pour qu'on crée un secteur formel, pour qu'on formalise les choses, c'est parce que il faut que cette formalisation, ça bénéficie en même temps aux Ivoiriens et à l'État ivoirien. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, si moi je crée mon entreprise, à quel moment je vais aller me mettre dans le secteur formel, alors que je sais que en aucun cas, ça ne va rien m'apporter. Pourquoi je vais aller payer des impôts à l'État ivoirien, qui a l'air d'être riche, en tout cas, malgré tout, qui a l'air d'être riche, parce qu'on voit,
qui a l'air d'être riche, pourquoi moi je vais aller payer des impôts à ces gens-là, alors que c'est moi qui suis dans la merde. Donc, il faut créer les conditions pour que les gens se ressentent, pour que les gens ressentent que ils reçoivent, ils sont vraiment aidés par leur État. C'est comme ça que les gens, naturellement, eux-mêmes, ils vont aller s'inscrire dans le secteur informel. On ne force pas quelqu'un à aller s'inscrire dans le secteur formel. Donc, si les gens sont dans le secteur informel, c'est parce que c'est naturel, je pouvais gagner mon argent. Et puis, parce que dans tous les cas, même ceux qui sont dans le secteur informel, ils paient de l'impôt. Sauf que le problème, c'est que l'impôt qu'ils paient, là, c'est pas en fonction de leur chiffre d'affaires. Par exemple, si moi, chacun à sa table, on a 2 tables sur le même marché. Nous tous, on va payer peut-être 200 comme taxe, ou bien, je sais pas, 1000 francs sur nos revenus, alors qu'on n'a même pas le même revenu. C'est-à-dire, l'autre peut gagner 1 million, et moi, je vais gagner juste 10 000 dans le mois, et on va payer les mêmes taxes. Donc, moi qui paye 1 million, moi, ça m'arrange jamais de la vie, je vais aller rentrer dans le secteur formel. Donc, il y a un peu cette dynamique-là qu'il faut étudier. On peut pas forcer les gens à aller dans le secteur formel. On peut pas forcer l'économie, parce que l'économie, il réagit à sa propre loi. Et les étrangers, ils vont... Essayez de chuter en quelques secondes. En tout cas, votre intervention est très instructive, mais essayez de chuter en quelques secondes. Ok, merci. Donc c'était un peu ça. Et puis le problème, pour moi, en tout cas pour moi, le problème le plus important en Côte d'Ivoire, c'est l'éducation, parce qu'on arrive encore à faire des débats vraiment que je trouve inutiles. Par exemple, sur la personne des gens, par exemple, l'autre, moi j'étais là, malheureusement j'ai pas pu parler. On parle, l'autre demande, ouais, toi t'es dans quel pays? Mais toi le point c'est pas dans quel pays. Le point c'est quelle solution telle personne peut apporter en tant que ivoirien. C'est ça qui est le plus important. Donc je finis sur ça. Merci beaucoup, Osiris. Donc on va passer la parole au Doyen Bitignon. Doyen Bitignon, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Salut Franck. Alors moi j'ai cru que les bionistes étaient bloqués sur les panels Tiamis, mais bon, c'est pas le cas. Alors, l'économie de la Côte d'Ivoire... Le seul panel sur lequel on n'est pas bloqué, c'est le panel de John. Ça, il te l'a dit ça hier. D'accord. C'était le seul panel sur lequel on n'est pas... Voilà pourquoi, parfois, j'aime bien discuter avec lui aussi, même si... D'accord. Mais tu peux aussi créer ton panel, on va venir discuter, il n'y a pas de problème. Non, il n'est pas obligé de créer. Ok. Bon, en fait, le point économie sur la gouvernance Ouattara, on peut faire un livre. Hein. Y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, le monsieur il sort du FMI parce qu'en fait, ils ont l'habitude de mettre en place des plans d'ajustement structurel qui ont plombé les économies africaines dans les années 80-90. Voilà, parce que les plans d'ajustement structurel ont, vous le savez, hein, moi je vais vous apprendre rien, ont plombé la consommation des ménages, la plupart. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, lorsque vous prenez une dette au niveau du Fonds monétaire international, ça veut dire que vous n'avez pas les ressources solides pour pouvoir emprunter sur les marchés financiers classiques. Voilà. Là où, bon, les taux d'intérêt peuvent être fluctuants et intéressants, vous n'avez pas trop. Les marchés vous refusent de vous donner des crédits. Donc, vous reportez aux institutions de Bretton Woods qui, elles, lorsqu'elles vous donnent de l'argent, elles vous donnent des conditions. Par exemple, en 2024, il me semble, la Côte d'Ivoire a emprunté près de 4 000 milliards au FMI. Et dans cette lettre d'information du FMI, le Fonds monétaire a demandé à la Côte d'Ivoire d'arrêter de subventionner, par exemple, le secteur de l'énergie. Ce qui a eu pour conséquence une flambée des prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça a plombé carrément le portefeuille des Ivoiriens. Voilà. Donc, lorsque vous empruntez au FMI, il y a des conditions et ça peut plomber votre économie. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais vous donner l'information. Alors, maintenant, dans le dernier rapport de Moody's, bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est vrai que Moody's dit que la Côte d'Ivoire à l'économie structurelle pour pouvoir rembourser sa dette, il n'y a aucun problème. Mais dans ce même rapport, il est dit également que il y a de plus en plus d'inégalités entre les riches et il y a de plus en plus de riches qui ils s'enrichissent et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. L'écart grandit entre les deux catégories dans la société. La classe moyenne qui émerge un peu, mais quand elle émerge, elle passe de l'autre côté. Elle passe du côté des riches
et les pauvres, ils ont du mal à vraiment s'en sortir. Donc ça, c'est le rapport de Moody's qui le dit, c'est pas moi. Ça aussi, c'est un échec de la gouvernance Ouattara. Voilà. Ensuite, vous avez le dernier rapport de Stanislas Zézé qui a été très clair, qui a été discuté même, qui vous dit qu'aujourd'hui, 84% de nos ressources propres servent au financement du service de la dette. Ça, c'est un point orange sur lequel le gouvernement, dans les années à venir, devra agir de façon stratégique. Comment? Moi, la dernière fois sur un panel, j'ai posé la question à Monsieur Ayédé de savoir, parce que en fait, aujourd'hui, sur le budget de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à peu près de 15 000 milliards, vous avez 8 000 milliards de ressources propres et les autres 7 000 milliards, c'est des dons et des dettes. Voilà. Et sur les 8 000 milliards, vous avez 84% qui servent à payer la dette. Donc, on est vraiment, la Côte d'Ivoire, en fait, vit au-dessus de ses moyens. Depuis ces 15 dernières années, ce pays vit au-dessus de ses moyens, raison pour laquelle la dette augmente légèrement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai posé la question. Soit aujourd'hui, pour améliorer les recettes fiscales, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit vous élargissez l'assiette fiscale, mais pour élargir l'assiette fiscale, il vous faut des réformes structurelles pour créer, tout à l'heure vous l'avez dit, des gros champions nationaux pour pouvoir faire rentrer des sous dans la caisse. Ou alors, augmenter le taux de taxation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je vous en prends rien, on va passer de 14% de taux de taxation à 17%. Or, dans les économies modernes que vous prenez comme exemple aujourd'hui, le taux de taxation est entre 20 et 30%. Voilà. Donc ça va être un choix stratégique qu'il faudra faire dans les prochaines années. Voilà. Mais bon, le prochain gouvernement qui va arriver, j'espère que ça sera du côté du PDCI. La politique sera vraiment de mettre en place des réformes pour permettre aux PME ivoiriennes de pouvoir accroître, pour pouvoir améliorer le marché national. Parce que tout à l'heure, Franck l'a dit, la plupart du PIB ivoirien est produit par des multinationales. Donc, il va falloir rééquilibrer la donne. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'échec de la gouvernance Ouattara. Mais pour l'instant, les chiffres macroéconomie sont tellement bon, c'est-à-dire l'économie est soutenue par l'investissement extérieur que tout ça est masqué, mais à un moment donné, ça va exploser s'il n'y a pas d'inversion de tendance. Voilà. Le dernier point sur lequel je voudrais venir, par exemple, quand on prend le projet, le gouvernement ivoirien manque, si vous voulez, de vision à long terme. Je m'explique. Quand on prend le projet, par exemple, du métro d'Abidjan, le fameux métro d'Abidjan ou bien le train urbain, comme vous voulez, c'est un projet qui n'a pas de vision industrielle. Voilà. Quand je dis pas de vision industrielle, ça veut dire que ce projet-là, c'est un projet clé en main qui est livré par la France. Par exemple, si vous regardez bien le dossier, ce dossier est fait par la Caisse des dépôts et des consignations, qui est livré clé en main avec un budget qui a explosé, qui est passé de 8 000 milliards, qui est passé à 1 000 milliards. Et tout ça, c'est le contribuable ivoirien qui va payer. Mais pire. Vous dites quoi? C'est de combien de milliards? À combien de milliards? Mais je crois que c'est 1 000 milliards, hein, 1 000 milliards le projet. Et donc là, au lieu de créer des industries périphériques pour pouvoir développer l'industrie ivoirienne, tout ça c'est clé en main. Je vous donne l'exemple. La maintenance, par exemple les rames. Bon, bien sûr, les rames seront produites, fabriquées par Alstom, qui est l'un des leaders mondiaux des rames dans le monde. C'est Alstom qui va livrer les rames. La maintenance de ces rames sera faite par Keolis. Voilà. Même la billetterie de ce métro sera gérée par je crois que c'est une filiale de Bouygues qui va gérer ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de vision à long terme pour pouvoir permettre un développement de l'industrie ivoirienne autour de ce projet. Parce que, par exemple, on peut quand même créer une société ivoirienne qui va pouvoir faire au moins la maintenance de ces rames. Et ce qui va impliquer un investissement dans la formation des mécaniciens, même des ingénieurs, et ça va pouvoir développer
plus tard une certaine expertise d'industrie pour faire un autre métro, par exemple à Korogo ou à Boaké. Mais ça, non. On va tout concentrer sur Abidjan et avec un projet clairement. Voilà. Donc il y a ce manque de vision à long terme qui pose problème pour ma part. Voilà ce que je voulais dire. Donc sinon, l'économie en Côte d'Ivoire, c'est une économie à deux vitesses. Vous avez une partie où les gens sont à l'aise, où ça prend du cigare, ça boit du champagne, et il y a une autre partie qui tire la langue. Et vraiment, en plus de ça, avec une inflation qui n'est pas tout à fait maîtrisée, parce qu'aujourd'hui, sur 1000 milliards par exemple, une dette de 1000 milliards, il y a à peu près 700 millions de richesses créées, il y a un gap, et ça n'augure rien de bon pour la suite. Voilà. Donc, la solution, elle est simple. Il faut aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire, avec ce budget-là, arrive à répartir les investissements dans des secteurs stratégiques qui va permettre de soutenir déjà une baisse des prix et qui va permettre, par exemple, aux citoyens ivoiriens de pouvoir s'en sortir au quotidien. Voilà. Donc, c'est vraiment un chantier sur lequel il va falloir travailler avec la tête froide, mais on ne dit pas qu'ils n'ont rien fait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et qui font qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda a du mal à sentir les fruits de cette croissance macroéconomique. Voilà. Donc, sur le plan de l'économie, pour moi, c'est un échec. Bon, je parle même pas sur le plan institutionnel. Tout à l'heure, Franck a abordé le sujet de façon furtive, avec notamment cette espèce de convention qui ne dit pas son nom. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça prouve aussi qu'il y a aussi un échec sanitaire dans ce pays. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur la gouvernance du RHDP, et j'aime bien ce type de live qui nous permet de pouvoir exposer ces choses-là et de pouvoir discuter sur le plan des idées avec nos amis du RHDP pour leur montrer qu'effectivement, ils n'ont pas tout réussi et qu'il est temps aujourd'hui de permettre une alternance crédible pour changer autre chose, pour voir autre chose, parce que effectivement, 14 ans, 15 ans de pouvoir, je pense que ça suffit. Voilà ce que je peux dire, John. Je te remercie encore de m'avoir donné la parole. Et si j'ai des questions, je vais bien y répondre. Merci, Doyen Boutignon. Je pense qu'avec cet exposé-là, tu viens d'entrer sur la liste de mes prochains invités. Bon, il y a quelqu'un qui a des motions. Sinon, on va passer la parole. On va faire un autre tour de parole. Motion? Non. Ok, je vais commencer par là où Boutignon a chuté. Lorsqu'il parle de vision du métro, en fait, je pense que c'est pas pour caricaturer ou pour t'invectiver pour quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour que tu puisses comprendre mes propos. En fait, je pense que c'est toi qui n'as pas vu la vision derrière ce métro, en réalité. Parce que le président est dans une dynamique, pour moi, hein, c'est ma vision aussi. Pour moi aussi, quand je regarde la vision de ce métro-là, je vois une vision que peut-être que toi, tu n'as pas vue. On est dans une dynamique de la façon dont le Japon et la Chine a fonctionné. Dans un premier temps, nous n'avons pas d'expertise en matière de métro. Donc, on a besoin de l'expertise venant d'ailleurs. Donc, nous avons choisi le partenaire qui est le partenaire français. Et ce choix-là, je l'approuve. Parce que si ça avait été un partenaire chinois, moi-même, je ne l'aurais pas approuvé. Donc, je suis d'accord avec le partenaire français. Donc, il y a un programme derrière. Permettre au génie français de s'installer dans un premier temps sur le sol ivoirien. Donc, on va permettre, à travers ce métro-là, comme tu viens de le dire, déjà, on a des expatriés, on a des Ivoiriens qui sont formés à l'extérieur, qui travaillent à la RATP, dans les entreprises françaises. Dans un premier temps, c'est de faire appel avec Citaraï. Ils sont en collaboration, de faire appel aux Ivoiriens qui travaillent dans ce secteur en Europe ici. Donc, on va faire appel à ces personnes avec l'expertise française de pouvoir, comme on appelle, réparer ou faire la maintenance de ces rames dans un premier temps. Tu as parlé des billetteries. Effectivement, c'est encore eux qui vont gérer, mais c'est un système logistique ou bien un système d'informatique qui s'accompagne. Je ne dis pas que les Ivoiriens sont des illettrés ou qui ne maîtrisent pas, mais c'est toi-même qui sais, même en France ici, ce système billetterie a toujours des bugs. Donc, il y a une expertise au niveau de la France qui va nous permettre de pouvoir former encore nos jeunes qui sont installés en Côte d'Ivoire. Mais n'oublie pas,
N'oublie pas que ça ne s'arrête pas là. Ils ont fait appel encore aux ingénieurs. Essaye de chuter. Non, pardon. Le gars, il a Jeunesse, je vais te poser une question. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il a parlé de vision, je suis en train de donner. Laisse-le poser ta question. Mais jeunesse, tu vas continuer. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un transfert de technologie à travers ce projet? Si ça avait été... Si le partenariat avait été appliqué avec la Chine, il n'aurait jamais eu de partenariat de transfert de technologie avec eux. Avec la France, c'est pas pareil. Je t'explique. J'ai fait mon voilà, ça c'est toi qui vois. Non, parce que jeunesse, excuse-moi. Non, laisse-moi finir. Faut finir. Après, je vais. S'il te plaît. Tu as parlé, j'étais pas d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai encaissé. Mon oreille me faisait mal. J'ai encaissé, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je te prends le projet, même si tu vas me dire qu'il n'y a pas... Non, je te prends le projet. 2 projets que moi-même, dans un premier projet dans lequel comment on appelle ça même? J'ai lancé des appels d'offres. Le terrain des choses, le stade est Bimpé. Si tu as vécu en Côte d'Ivoire des choses, comment on appelle ça, pendant cette période-là, si tu vas sur le terrain des Bimpé, il n'y a aucun travailleur ivoirien. Les seuls travailleurs ivoiriens qui étaient sur le terrain et Bimpé étaient ceux qui poussaient des brouettes. Parce que les Chinois ont ramené tous les ingénieurs de la Chine. Tous les ingénieurs étaient des Chinois. Les seuls Ivoiriens qui étaient sur les chantiers étaient en train de pousser des brouettes. Moi-même, j'avais lancé parce que j'étais dans ce domaine d'immobilier. Mais jeunesse, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? S'il te plaît, laisse-moi finir. Mais voilà pourquoi. Mais est-ce que tu as compris ma il y a Gbagbo, voilà, il y a Stéphane aussi qui est là. J'ai même pas fini. C'est vous qui êtes en train de me couper. Le gars, il a parlé. Non, t'as laissé 2 minutes, tu t'es expliqué. Ok, je vais chuter, même si vous ne voulez pas que je parte au bout de les idées. Donc, maintenant, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Je reprends, je vais chuter sur le problème. Vous avez fait un comparatif avec les pays africains. Ne comparez pas le modèle nigérien avec le modèle nigérien, parce que le Nigeria, c'est Nigeria ou Nigérien. Ne comparez pas ce modèle-là avec le modèle ivoirien. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Vous pouvez comparer seulement que le modèle ivoirien avec le modèle ghanéen, parce qu'on a le même mode de fonctionnement. Au Nigeria, lorsque tu achètes un terrain, ce que tu trouves sur ton terrain là, en bas de ton sous-sol là, tu peux aller trouver tes investisseurs en Amérique, aux États-Unis pour exploiter. Et cet argent-là, il rentre dans ta poche, tu ne paies que des impôts. En Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Voilà pourquoi vous avez assez de milliardaires dans d'autres domaines là-bas. Donc, ne comparez pas ce modèle-là avec la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup, c'est bien noté. Donc, tu voulais rebondir? Ouais, rapidement. Quand c'est lui-là qui veut qu'il rebondisse. Non, mais ici, c'est un panel. C'est un autre panel, mon frère. On est à la maison, donc c'est un peu normal. S'il n'a pas compris, il faut le laisser. C'est pas un enfant. Non, jeunesse, excuse-moi, moi je t'aime bien, mais le projet du métro d'Abidjan, là, il n'y a pas de transfert de technologie. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Si tu veux faire une vision à long terme, dans un premier temps, pour avant de faire ce type de projet, tu mets des structures en place d'abord. Parce que je n'ai même pas fini d'étaler. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu aller même dans le plan même d'urbanisation des routes. Vous n'avez pas laissé terminer. Donc, je vais que tu laisses ça. Parce que là, tu ne vas pas me convaincre, en fait. Tu vois un peu. Parce que je n'ai même pas étalé ma vision sur ça. C'est que je voyais pour ce métro-là. Tu ne m'as pas laissé terminer. Donc, je veux qu'on change de panel. On change de sujet. Ne parlons pas de ça. Non, juste pour te dire que c'est un projet clairement qui va être géré entièrement par la France. Et c'est dommage. Là, on va louper un petit virage industriel. Voilà. Parce qu'on cela aurait permis de mettre en place des structures de formation pour des mécaniciens, pour des ingénieurs, pour plus tard, d'ici 10 ans peut-être, parce que bon, les cycles industriels, ça prend du temps. On aurait pu faire un deuxième métro à Korogo par les Ivoiriens eux-mêmes. Mais là, on a loupé le coche. Mais j'espère qu'avec les années à venir, les gens vont comprendre. Parce que la Chine s'est développée comment? Tu prends l'exemple de la Chine. La Chine non, moi, je suis dans le domaine des ascenseurs. J'ai été oui, mais frère, écoute-moi. Oui, mais justement, écoute-moi. Donc, c'est des espèces que j'allais envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, ils m'ont contacté, moi, en Côte d'Ivoire et en France ici, pour aller travailler dans ce secteur. C'est des transferts de technologie.
Donc la Oui, Côte non, mais d'Ivoire est en je- train je- laisse-moi finir. Mon frère, moi je reste pas longtemps, 30 secondes. Voilà, je disais que la Chine n'était pas industrialisée. À un moment donné, la Chine, c'était exactement ce qu'on appelle l'usine du monde. Mais à un moment donné, ils ont dit, nous, on veut bien accueillir toutes vos usines à condition que vous transfériez vos technologies. Conclusion, aujourd'hui, la Chine produit des avions. Aujourd'hui, la Chine est quasiment au même niveau que les États-Unis. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est un petit pays. On n'est pas nombreux. Mais lorsqu'on met en place un petit projet, on a quand même des leviers sur lesquels on peut jouer pour permettre ce petit transfert de technologie. Même si c'est pas tout, mais on peut au moins avoir une petite parcelle de cette technologie pour pouvoir gérer nous-mêmes les choses. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.